Merci beaucoup d'être venu en dépit des événements, en dépit de la situation, en dépit de la crise sanitaire. Je vais essayer de rester à 1 mètre parce que je ne peux pas parler avec mon masque. Parce que j'ai un masque du Paris Saint-Germain et j'ai cru comprendre que c'était légèrement clivant ici à Lyon. Heureusement, c'est pas à Marseille, hein, donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus fous furieux. Merci. En tout cas, on va parler aujourd'hui. Vous avez vu le titre Agilité, flexibilité, économie, les nouveaux alliés de l'immobilier. L'idée, c'est de voir quelles sont un petit peu les politiques immobilières. Je parle bien avec un S au service d'une entreprise agile et performante. Et pour ce faire, on a deux utilisateurs. Alors d'abord, une directrice immobilier avec Suzanne Rousseau, qui est directrice immobilier territoriale d'Orange. Et Orange, je crois, a une grande actualité sur Lyon. Vous en parlerez un petit peu. On a un DRH avec José Félix, DRH du groupe Aldes, qui va aussi un petit peu nous parler, notamment sur le télétravail, le présentiel, le distanciel. On va un peu échanger autour de ça, parce que quand même, un immeuble de bureau, c'est destiné à accueillir des collaborateurs. S'ils sont chez eux ou ailleurs, ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. On va parler marché, parce qu'il faut toujours s'ancrer sur le marché, avec Benoît de Fougeroux, directeur régional de BNP Paribas Real Estate. Je ne sais plus si tu es toujours président de la FNAIM Entreprise. Oui, toujours. Bon, très bien. Et donc, président de la FNAIM Entreprise. Et puis Christophe Burkhardt, directeur général France d'IWG, qui nous reçoit aujourd'hui. On parlera peut-être un petit peu de cet immeuble, mais surtout de l'actualité d'IWG et puis de votre vision aussi sur l'immobilier. Je commence peut-être avec toi, Benoît, pour que tu nous parles un petit peu du marché immobilier. Comment ça se passe depuis le 16 mars 2020 ? Depuis le 16 mars, on va dire que c'est compliqué. Je pense que je ne surprendrai personne en vous disant ça. Si on prend uniquement la partie tertiaire, évidemment, il y a eu un coup d'arrêt, surtout dans nos métiers, qui sont des métiers où on visite les immeubles. Donc, à partir du moment où on ne peut plus visiter les immeubles, déjà, ça reste compliqué pour avancer. Et puis, de la part des entreprises, c'est beaucoup d'inquiétudes sur le devenir. Donc évidemment, il y a deux choses dans ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a les conditions sanitaires telles qu'elles sont, à vivre, à mettre en place. On le voit bien, on est tous avec des masques, etc. Et puis, il y a le devenir, c'est-à-dire la partie économique. Donc on nage un petit peu dans une certaine incertitude, tant sur le degré de la crise que l'on vit que la durée. Donc, pour répondre à la question, il y a eu un coup d'arrêt à ce moment-là sur la demande placée en tertiaire. Donc aujourd'hui, sur les 3 premiers trimestres de l'année, on observe une baisse qui est assez spectaculaire par rapport à l'année dernière, parce qu'on était sur une demande placée assez high level en 2019. C'est une année exceptionnelle. Il faut comme toujours relativiser. On est sur une baisse de 50%. Donc moitié moins de mètres carrés. Et pourtant, on a eu quelques grandes transactions. Je prends notamment sur ce trimestre, on a enregistré les 10 sur 18 000 mètres carrés. Et malgré ça, ça ne nous a pas permis de rattraper un certain retard. Donc cette baisse, si on veut la relativiser, on va prendre la moyenne des 5 dernières années. Et dans ce cas-là, on est sur une baisse de 30%. Ça, c'est sur la partie tertiaire. Sur la partie plus industrielle, parce que là on est dans un environnement un peu différent. Quand on parle de télétravail dans l'industriel, c'est pas le même concept. S'il n'y a personne dans les usines ou dans les sites de production, là ça pose un véritable problème. Là c'est le contraire, ça se passe plutôt très très bien, parce qu'on est sur une demande placée qui est équivalente à l'année dernière, qui était déjà une très belle année. Donc on est sur deux niveaux d'activité assez différents. Si je me remets un petit peu sur le bureau, est-ce que cette chute de moitié se matérialise aujourd'hui dans les valeurs locatives ? Est-ce qu'il y a une baisse des loyers, ou en tout cas des loyers affichés ? Alors, pas encore. Pas encore, parce qu'on a la chance quand même sur Lyon d'être dans un environnement qui n'est pas très offreur, voire pas du tout. On est en sous-offre chronique depuis maintenant quelques années, et sur la plupart, voire la totalité des quartiers d'affaires lyonnais. Donc, ce qui fait que ça permet encore de tenir ces valeurs. C'est clair que, vu le contexte, l'offre va monter. Donc, il pourra y avoir des tensions peut-être dans les prochains mois, c'est même certain. Mais pour l'instant, on ne l'observe pas encore. Ce que l'on observe, c'est plutôt des mesures d'aménagement qui sont un peu plus importantes que ce qu'on pouvait voir jusqu'à présent. Du type participation aux travaux, oui, du type... Oui, c'est-à-dire que déjà, on sent un peu plus de flexibilité sur les baux de la part des bailleurs, sur la durée, parce que c'est une problématique aujourd'hui, c'est la visibilité, la flexibilité. Je pense qu'on va en parler. Et puis, financièrement, c'est pour accompagner les entreprises dans leurs décisions qui ne sont pas faciles, parce que dans une situation d'incertitude économique, prendre la décision de déménager et de les prendre de nouveaux locaux, c'est un enjeu fort. Donc,
Beaucoup de sociétés ont levé le stylo pendant et après le confinement, en attendant de voir comment ça allait se passer, notamment pour les grands projets, pour les grandes sociétés. Donc, si les bailleurs veulent encore continuer à attirer ces sociétés, il faut qu'elles montrent, un, de la flexibilité, et deux, qu'elles donnent un peu de flexibilité aussi sur les aménagements financiers. Et aujourd'hui, sur la demande exprimée des utilisateurs, à la veille, là on est en plein cœur de la deuxième vague, on se demande si on n'est pas à la veille d'un nouveau confinement ou un confinement graduel. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont en stand-by totalement ? Alors, heureusement que non, mais pour beaucoup, oui. Il faut comme le dire, hein. C'est-à-dire que on a beaucoup de projets qui ont été mis en stand-by post-confinement. Parce que, sauf si le projet était suffisamment avancé, dans ce cas-là, évidemment, on va jusqu'au bout. On n'arrête pas un paquebot comme ça si facilement. Mais pour les entreprises qui le pouvaient, effectivement, elles ont stoppé leur recherche afin de réfléchir sur leur immobilier. Parce qu'on va en parler dans un instant, parce qu'on a 2 utilisateurs, donc ils le diront mieux que moi. Mais ce que l'on vit aujourd'hui, c'est évidemment une crise sanitaire avec des incidences économiques, mais c'est aussi une nouvelle façon d'appréhender son immobilier. Ça veut dire, ça va être ma dernière question avant de passer la parole aux utilisateurs, qu'on se prépare en termes de take-up, de demande placée de bureaux, à une année 2021 qui ne va pas être beaucoup mieux que 2020, s'il y a un effet retard? C'est fort probable. Enfin, c'est quasiment certain que 2021, de toute façon, ne sera pas un grand cru. Je pense qu'il ne faut pas être très grand clair pour le dire, et je ne m'avance pas beaucoup en le disant. Parce que les grands projets qui font justement la différence entre une excellente année et une bonne année, ils se préparent longtemps à l'avance. Donc quand on discute au sein de la FNAIM, on parle un petit peu justement de ces grands projets, on ne les voit pas venir pour l'année prochaine. La plupart ont levé le stylo. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, c'est pas ça, mais aujourd'hui, pour les entreprises, c'est qu'il est urgent de réfléchir et donc de lever le stylo. Donc justement, sur comment on va appréhender, j'avais un projet pour 200 postes de travail. Est-ce que demain, ce sera toujours 200 postes de travail? Quels sont les usages de mes bureaux? Est-ce que demain, j'aurai encore 200 personnes dans mon entreprise? Enfin voilà, ce sont plein de questions aujourd'hui que les utilisateurs se posent. Et donc, on nage dans une incertitude qui est multiple, en fait. Merci beaucoup Benoît. Il ne faut pas hésiter après à intervenir quand il y a des questions que je pose plus spécifiquement à Suzanne Rouzot et à José Félix. Je voudrais avoir un peu votre sentiment, vous. Je me reprojette toujours au 16 mars 2020. C'est pas que je ne l'ai pas vécu comme un choc, mais on a un peu l'impression quand même. Je suis en train... quels ont été vos premiers réflexes au moment du confinement, et peut-être aussi au moment du premier déconfinement le 11 mai. Est-ce que tout de suite vous êtes rentré dans une logique de je vais rationaliser les mètres carrés d'implantation, je vais repenser les mètres carrés par rapport à votre actualité, Suzanne? Oui, ok. Alors, donc nous, chez Orange, en fait, c'est vrai que ce confinement, ça a accéléré le télétravail comme chez beaucoup de monde, et de façon assez spectaculaire, où on a basculé la totalité de nos salariés en télétravail de façon très, très rapide. Alors, on est Orange, donc on a dopé les réseaux pour nos salariés sur certains endroits. On leur a livré des micros. C'est vrai qu'on a eu une chance assez extraordinaire. Et à part les techniciens qui étaient sur le terrain, tout le monde était en télétravail, avec une capacité qui a décuplé la façon de travailler, et qui a aussi, je pense comme dans beaucoup d'entreprises, fait changer le prisme du regard managérial de beaucoup de managers qui voyaient ça comme... et se dire que quelque part, aujourd'hui, on est capable de produire beaucoup et en synergie, tous ensemble, mais en télétravail. Donc, on a prouvé que ça marchait, notamment au sein de chacune des équipes. Maintenant, on s'est aperçu aussi que ce long moment de confinement crée quand même des difficultés dans le lien social entre les gens, de tout l'informel, puisqu'on parle tout ce côté informel. Alors, tout le monde a inventé au sein de chacune des équipes des méthodologies, mais on voit bien que l'inter-équipe est plus compliqué. Et donc, d'un point de vue immobilier, parce qu'effectivement, moi, m'occupant de l'immobilier sur notre grande région du Sud, où on a à peu près 15 000 salariés d'Orange dans notre groupe, et aujourd'hui, ils sont répartis dans
dans plus de 200 immeubles occupés. J'ai 4000 immeubles avec 1 million de mètres carrés avec l'ensemble des équipements techniques. On se pose effectivement des questions de c'est quoi la suite ? Bien sûr, c'est quoi la suite ? Comment on va organiser ? Alors, il s'avère que nous, sur Lyon, on avait un projet sur lequel on travaillait depuis de nombreuses années, parce que le concours d'architecte date de 2014, et c'est un nouveau bâtiment qu'on vient d'investir depuis la rentrée. Donc, c'est un bâtiment près de la Part-Dieu, de couleur brique. Vous avez certainement entreaperçu pour les Lyonnais. Un très beau bâtiment. Donc, on vient d'inaugurer la semaine dernière avec Monsieur le maire. Et donc, c'est le campus Orange Lumière. Donc, ce campus qui est pour près de 3000 personnes. Il a été bien sûr conçu avec des espaces avant la pandémie. Donc on avait conçu nos espaces avec Colliers, nous avait accompagnés. Alors dans un style un peu vraiment flexible, déjà porté sur le fait que quelque part, de par le numérique, nos salariés peuvent travailler de n'importe où. Et c'est vrai que le digital apporte une telle flexibilité que vous pouvez le faire de n'importe où. Et donc déjà, on avait conçu nos aménagements comme ça, avec un bâtiment assez avant-gardiste. Et donc aujourd'hui, à la rentrée du confinement, en fait, nous avons géré tous ces déménagements à la rentrée. Et donc, actuellement, nous avons la moitié des salariés qui ont aménagé. L'autre moitié est en train d'aménager ce mois-ci. Eh bien, on voit bien que le bâtiment, il va vivre peut-être différemment de la façon dont il a été conçu. Et quelque part, on est aujourd'hui dans une sorte de réflexion, non pas de rationalisation et de suppression de mètres carrés, mais plutôt comment nos mètres carrés doivent être utilisés différemment. Peut-être justement pour créer beaucoup plus de lieux de rencontre que de lieux de travail. Est-ce qu'à un moment, quand on a vu que le télétravail fonctionnait, est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit mais à quoi il va me servir mon nouveau campus ? Est-ce que ça a juste traversé ne serait-ce que 30 secondes votre esprit ? En toute franchise, non. En toute franchise, non, parce que je pense, et je reste intimement convaincue, même si ces nouveaux outils, le télétravail est très intéressant, parce que finalement, vous pouvez le faire de n'importe où, qu'on a besoin de liens au sein de l'entreprise et qu'on a besoin de création, notamment de tout ce lien entre les gens, et que finalement, le lieu central, et surtout le site phare, en fait, quelque part, parce que pour nous, c'est un site phare sur Lyon, il est essentiel pour la reconnaissance de la marque, la reconnaissance des codes de l'entreprise. Et donc, tout ça derrière, il est véhiculé à travers ce campus. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on y va peut-être tous les jours. C'est ça aujourd'hui la réflexion. Et pour tout vous dire, en fait, dès le projet et donc dès les années, dès la conception, en fait, on s'était dit que certes, même si nos salariés, on avait ce site phare, on a déjà maillé le territoire avec 4 sites de télétravail au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Lyon, pour parce que c'est des sites qu'on a, je dirais, en propre, et de se dire que nos salariés pouvaient transiter par rapport à ces sites. Par contre, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est de se dire, faut-il aller encore plus loin ? Faut-il avoir encore des modèles plus souples ? Actuellement, on est sur plutôt un régime où les gens viennent 3 jours par semaine. Et faut-il encore aller plus loin ? Parce que cette accélération qu'on vit aujourd'hui, oui, elle pose question. Justement, je vais poser cette question à José Félix, DRH du groupe Aldes, sur le télétravail. Comment vous, les DRH qui avez été en première ligne quand même, depuis le déclenchement de cette crise sanitaire, comment vous vivez le télétravail ? Et en fait, j'ai 2 questions derrière. C'est que veut l'entreprise à travers le télétravail, et surtout que veut le collaborateur ? Ok, bonjour. Je parle un peu vite, donc si vous ne comprenez pas, vous levez la main. Avec le masque, ça n'aide pas. Je vais d'abord répondre à la question du mois de mars. Le mois de mars, c'était la stupeur. Enfin, ça n'a même pas été la stupeur, c'était la sidération. On dit on doit fermer. On doit fermer les bureaux, point. Alors, Aldes, c'est quoi ? Aldes, c'est une ETI familiale. On est spécialisé dans la ventilation, le confort thermique. Notre objectif, c'est de protéger la santé des occupants des bâtiments. Donc, dans tous ces éléments-là, l'air qui arrive dans les lieux de vie, dans les lieux de travail, c'est un air qui est traité par Aldes, notamment. Et effectivement, donc du coup, quand on a entendu qu'il fallait fermer, parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu, on doit fermer. On doit fermer les bureaux. Bon, on ferme les bureaux. Est-ce qu'on ferme les usines ? Non, on ne ferme pas les usines. Nous maintenons les usines ouvertes, partons du principe que si on ferme l'usine, nous aurons beaucoup de mal à faire revenir nos collaborateurs. Donc 2 régimes. Donc le télétravail, entre guillemets, ce n'est pas un choix, c'est une imposition. Donc on a d'abord vécu à l'IT qui est débordé par les demandes de PC, les réseaux qu'il faut monter, ok, c'est parti. Et finalement, les questions ne sont pas posées à ce moment-là. Les gens sont rentrés chez eux. Point. Et puis c'est 15 jours après que ça commence à arriver. Comment je m'organise ? Comment j'assure, non pas le lien social, mais le lien économique ? Comment j'assure le business ? Comment je crée de la valeur alors que mes collaborateurs ne sont pas habitués à travailler de chez eux ?
Alors, effectivement, on est tous habitués à travailler de temps en temps ponctuellement. On prend une demi-journée, on prend une journée, on bosse ses dossiers, ça permet de se mettre un peu à niveau. Point. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, on sait bien ce que l'on voit nous en tout cas, une partie de nos activités se passe ensemble. Non pas pour bien sûr pour le lien social, mais au-delà du lien social, c'est-à-dire qu'il y a des activités de recherche, de développement, de projets qui ne se font qu'ensemble. Et ce ensemble-là, il se fait où? Quand j'ai 100% de mes gens qui sont chez eux. Ça donne quoi en conséquence? Ça donne effectivement la réponse à votre question. Que veut l'entreprise? L'entreprise veut créer de la valeur. Et qu'une entreprise, en tout cas encore aujourd'hui, en 2020, c'est quand même une unité de temps et une unité de lieu. Quand on garde ces fondamentaux en tête, on se dit, OK, le télétravail, oui, est une modalité d'organisation du travail, mais on ne va pas créer de la valeur par le télétravail. Ça veut dire que vous ne croyez pas dans la remote company? Vous n'y croyez pas? Moi, personnellement, absolument pas. J'ai des collègues, je suis en relation avec... la crise a permis de créer des réseaux, on a un peu parlé dans la presse, mais peu importe. Ceux qui y sont, n'y sont pas vraiment. Autrement dit, ils trouvent des solutions pour se retrouver, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas gérer à distance. Il y a un moment, la distance crée l'incompréhension, crée le manque de dialogue, crée autre chose qui pose problème. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se retrouver dans l'entreprise, parce qu'ils n'ont pas le droit, parce que les guidelines de la compagnie, notamment les compagnies américaines, font qu'effectivement, on n'a pas le droit de se retrouver dans le lieu de travail d'entreprise américaine. Donc, on trouve des tiers-lieux et on se réunit. Donc, la remote company 100%, je ne vois pas bien l'intérêt. En revanche, ce qui se passe effectivement, et là je rejoins madame, c'est que une partie de nos managers, on va dire des plus de 45 ans, même encore en dessous, se disaient non mais le télétravail, il est chez lui, qu'est-ce qu'il fait, je ne le vois pas, je ne comprends pas, donc je ne veux pas. Alors l'acculturation chez Alda, c'est en place depuis 3 ans. Et depuis 3 ans, nous autorisons nos collaborateurs à prendre une journée de télétravail comme d'autres prendraient une journée de vacances. Oui, c'est comme ça d'ailleurs, les gens lisent. Le lapsus est révélateur. Non, mais c'est assez impressionnant. C'est bon, là, entre nous, on n'est pas 150 personnes, je ne fais pas de la politique, c'est pas le sujet, mais c'est un peu comme ça. Alors les gens le vivaient comme ça. Et en fait, ils se sont rendus compte que non, ils ne sont pas en vacances. Ils travaillent vraiment, ok, sur des choses pas visibles, mais ils travaillent vraiment. Autrement dit, ils se mettent à niveau. Et effectivement, donc avec le temps chemin faisant, ces managers de plus de 45 ans, et puis même un peu moins, et puis même encore un peu moins, et puis même des collaborateurs, se sont dit, mais finalement, ça fonctionne. Il faut bien voir que vous et moi n'avons pas été éduqués, je suppose, en tout cas pour les plus jeunes c'est différent, mais nous n'avons pas été éduqués pour travailler de chez soi. On a été éduqués pour travailler en collectif, dans un environnement sécurisé tant qu'à faire, avec un lieu, des espaces, des collègues. Et là, on était en éducation à marche forcée. Et finalement, ça fonctionne. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Je suis incapable de répondre. Est-ce qu'on a produit des choses? Sûrement. Est-ce que ce serait mieux avant? Je ne peux pas répondre. En revanche, on a mis dans la tête des collaborateurs que c'était possible. Et effectivement, au moment du confinement, quand on a démarré le grand confinement, 100% des gens télétravaillent. Au moment de la reprise, alors bien sûr, on a vu fleurir les demandes. Moi, je veux rester 5 jours, je veux rester 4 jours, je veux rester 3 jours. Aujourd'hui, les vacances sont passées par là. Objectivement, 1 à 2 jours. Autrement dit, nous pensons qu'il y a un phénomène où effectivement les gens, comme ils y étaient, voulaient absolument. Et avec le recul, quand on les interroge, ils nous disent oui, c'est sympa, mais quand même, c'est quand même être au bureau. Ce qui veut dire qu'ils veulent rentrer au bureau. Oui. Si je comprends bien. Fondamentalement, oui. Bien sûr que oui. Pour un tas de raisons. Alors, je ne suis pas psychologue, mais on le voit tout simplement parce que c'est la première chose, c'est que le bureau, c'est quand même mieux qu'à la maison. J'ai de la place, j'ai un espace, j'ai un lieu, j'ai un environnement, je peux m'installer. Je ne dis pas qu'à la maison, ce n'est pas possible. Je dis juste que les surfaces d'habitation, d'habitants tant ce qu'elles sont, on n'est pas à Paris, on est à Lyon. Les appartements ne font pas 150, 200 mètres carrés. On n'a pas tous une pièce dédiée pour un bureau. Et quand même, on a une pièce dédiée pour un bureau, on va y retrouver du linge, des tables à repasser. On va y retrouver un tas de choses que j'ai vues quand on est en visio. On peut y retrouver des enfants. Voilà, ils sont comptés les enfants quand ils ne sont pas à l'école. C'est pas le bureau. Ça, c'est le premier phénomène. Le second phénomène, c'est ce que les gens disent, là pour le coup, on l'entend tous les jours. Quand je quitte le bureau, je quitte le travail. Quand je quitte le bureau, je quitte le travail. Quand je suis à la maison, le travail s'arrête quand? Donc, les gens veulent une souplesse. Avec les petits engins qu'on nous a inventés et dont on est garni dans nos poches, on ne coupe jamais vraiment dans le travail. Non, mais c'est la psychologie. Autrement dit, il y a une vraie rupture. Il y a toujours cette tendance de fond d'un équilibre pro et perso, et qui finalement, avec la Covid, a permis aux gens de se rendre compte qu'effectivement, une partie de leur équilibre venait qu'ils quittaient le bureau. Et que le fait de quitter le bureau permettait quand même de poser ses affaires en disant c'est bon, je rentre chez moi. Et lorsqu'effectivement le bureau est à la maison,
Ça s'arrête quand et ça démarre quand? C'est une vraie difficulté. Je vois que Suzanne veut réagir. Oui, en fait, c'est vrai que vous décrivez assez bien je dirais, le fonctionnement traditionnel, qui est clairement voilà, comment on a toujours fonctionné et peut-être la façon dont on a été éduqué. Je pense qu'il y a par contre une vraie révolution digitale qui est passée par là et qui, quelque part... alors moi, j'ai grandi dans le monde de l'Internet. Mes premières armes côté Orange étaient de créer des offres dans le domaine Internet. Et donc, depuis 25 ans, je dirais aujourd'hui, on vit une telle révolution digitale et sur l'accélération qu'on a sur les dernières années, notamment avec les smartphones, vous pouvez vraiment travailler de partout. Et c'est ce qui crée aussi, avec les nouvelles générations, d'autres appétences, où je pense qu'il y a une interpénétration pro-privée qui est comme assez intéressante. Et je dirais, un jeune de nos jours, il n'a pas d'état d'âme de dire, pendant mes heures de travail, j'ai des trucs privés à régler, et je les règle, sans état d'âme. Inversement, à d'autres moments, l'entreprise a besoin de moi et si je suis engagée, là, je suis capable de déclencher et de faire à d'autres horaires parce que finalement, on est dans un travail souvent de la connaissance et avec les applications qu'on a. Ce qui veut dire qu'il y a une porosité. Il y a une porosité. C'est clair. Alors. Il y a une porosité qui permet aujourd'hui de mixer tout ça. Alors bien sûr, ça nécessite par contre que l'entreprise fasse très attention parce que bien sûr, s'en suivent tous les problèmes de déconnexion. Et il faut apprendre à nos salariés à déconnecter à un moment. Pour pas tomber. Et la vraie question que ça pose, c'est plutôt l'engagement des personnes et comment aujourd'hui on accompagne tout ça. Et du coup, je pense que le lieu, vous parliez tout à l'heure d'unité de lieu. Non, pour moi, il n'y a pas d'unité de lieu parce qu'aujourd'hui, on travaille de partout. Par contre, on a une unité à un moment d'entreprise. Il faut fédérer les énergies. Et effectivement, le fait de créer un lieu, créer un espace qui accompagne ça, permet que les personnes se retrouvent. Voilà. Par contre, elles peuvent effectivement maintenant travailler de partout. Je vais faire 2 commentaires. Alors, effectivement, le premier élément, beaucoup d'entreprises, y compris d'ailleurs, on voulait être digital. On avait des programmes qui s'appelaient Digital. On y est. C'est ce que je dis comme direction, ça suffit. On est digital. De toute façon, d'abord, on le vit. Premier élément. Le second élément, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va y répondre, c'est quoi le travail? Nous, le métier d'Aldès, comme le métier de mes confrères qui sont dans la ventilation, d'autres qui sont dans la chimie ou dans la biochimie, c'est de créer des produits. Et la création de produits, donc la création de valeur, elle se fait, heureusement, malheureusement, par un équipement, par des gens qui réfléchissent ensemble au même moment sur un sujet. Alors bien sûr, on peut réfléchir avec un écran, effectivement. Ouais, on peut. Je ne suis pas le défenseur d'une stratégie ou d'une autre. Je pense qu'effectivement, en fonction des business models, en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous produisez, vous avez, tout est possible. Et puis après, à la fin, pour répondre aux questions, il y a les collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est une vraie question. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, là où on se disait, il y a les jeunes et les anciens, permettez-moi de dire que cette séparation est complètement absurde. Les anciens regrettent de ne pas avoir été plus jeunes et les jeunes aimeraient bien être un peu plus anciens. Donc globalement, pour nous en tout cas, il n'y a pas de vérité. Mais ça dépend de votre business model. Donc la vraie question, c'est est-ce que le télétravail crée ou détruit de la valeur? En fonction de ce que vous faites, je pense qu'on peut aussi en détruire. Mais bon, c'est qu'un point de vue. Christophe Benoît, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Hein. Non, mais je pense qu'il y a... je pense que effectivement, là, je vais pas être très controversial, mais je vais plutôt rassembler quelques idées qui me semblent intéressantes qui ont été données. C'est où il y a un mouvement qui a été mis en place, c'est que le fait que les entreprises peuvent travailler à distance est maintenant un fait établi. Voilà, ça, on revient, et je ne pense pas qu'on reviendra voilà, par rapport à cette situation-là, parce qu'il y a beaucoup d'avantages et aussi des choses à gérer, bien évidemment, dans cette nouvelle donne. Mais le fait est que pendant 2 mois et demi, les entreprises ont opéré. Je ne sais pas si elles ont toutes créé de la valeur, mais elles ont réussi à opérer. Donc le travail à distance s'est imposé comme un moyen possible de fonctionner. Ça, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est plus une question de mètres carrés. Ça, c'est l'ancienne vision immobilière, qui est de dire combien de mètres carrés est-ce que je donne à mes collaborateurs. On a tous ce ratio en tête. Ça, c'est l'ancien temps. Je pense qu'on est aujourd'hui dans le temps de l'usage et que si vous donnez 5 mètres carrés ou 7 mètres carrés à un collaborateur, il s'en fiche complètement. Et ça ne change pas sa vie. En revanche, quand on reprend un certain nombre de sujets qui sont de dire mais quel est le travail? Qu'est-ce qu'on y fait? Pour moi, le sujet, il est là. Il est quels sont pour les acteurs de l'immobilier les solutions qui mettent à la disposition des collaborateurs des entreprises pour pouvoir être efficaces, confortables, engagés dans leur travail. Il y a des moments où vous faites un rapport, vous pouvez très bien le faire de chez vous, parce que vous avez besoin d'être concentré, vous êtes totalement isolé, vous pouvez le faire de chez vous ou à côté de chez vous, dans un centre comme celui-là, si vous ne voulez pas le faire de chez vous, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'être dans l'espace de l'entreprise. Il y a des moments où il faut venir
absolument dans l'espace de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est la culture de l'entreprise. Il faut que les gens se voient, il faut que les formations se fassent en présentiel, que le brainstorming se fasse en présentiel, que le travail d'équipe, la culture d'entreprise se fasse dans ces lieux-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut y être 100% du temps. Parce que prendre tous les matins le métro, le tramway ou le RER pour aller dans le siège social, si c'est pour s'enfermer dans un bureau, encore une fois, autant rester chez soi. Et puis, il y a les déplacements. Il y a une grande partie des collaborateurs, les ingénieurs, les commerciaux, les techniciens, qui sont en déplacement toute la journée. Comment est-ce que, pour ces populations-là, on ne met pas à leur disposition un lieu de travail, mais des lieux de travail ? Quand je pense à Lyon, par exemple, nous, quand on a commencé à installer des centres comme celui-là, on s'est mis à la Part-Dieu. C'était pas très compliqué de prendre cette décision. Mais depuis, on s'est ensuite mis à Villeurbanne, puis Gerland, puis Vèze, puis Vaux-en-Velin. Et on s'aperçoit, quand on fait nos études, qu'en moyenne, plus de 50%, 54% pour être très exact, de nos clients utilisent au moins 3 centres par semaine en dehors du centre où ils ont établi leur bureau. Donc c'est un réseau, un maillage. C'est un réseau. Et donc, tout ce que j'essaie de dire là, c'est de dire qu'on est passé d'un mode très très rigide qui était de dire tous les matins je vais au bureau, peu importe si j'ai besoin de faire quelque chose avec les autres, à un mode où, à mon avis, l'hybridation des lieux de travail est en train de s'imposer très fortement et où toutes les entreprises sont en train de penser à comment est-ce que j'organise le travail à distance, comment est-ce que j'organise le travail dans ma société et comment les solutions immobilières vont pouvoir m'accompagner dans cette organisation. Ce n'est pas un sujet immobilier, c'est un sujet d'organisation des entreprises, d'organisation du travail, et l'immobilier doit s'adapter avec ces réseaux qui sont quelquefois des réseaux qui sont les actifs de l'entreprise, le travail à domicile et puis des centres comme les nôtres. On parlait tout à l'heure des résultats du mètre carré placé en disant que ce sera dur. Oui, mais le jour où on va commencer à ajouter à ces chiffres-là le nombre de demandes qui viennent dans des centres comme celui-là, que ce soit des Régus ou des Wojo, donc je ne prêche pas pour ma paroisse, on aura une vision beaucoup plus complète de ce que veulent les entreprises. Donc on parle du bail conventionnel. On oublie de voir que des espaces comme celui-là reçoivent aujourd'hui beaucoup de demandes. Et personnellement, sur nos centres en France, on est sur une croissance de 40% en termes de demandes de devis par rapport à la période pré-Covid. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé aussi, demander aux entreprises de s'engager sur des baux conventionnels de 6, 9 ou 12 ans, c'est leur dire. Alors vous êtes sûr que c'est la bonne adresse pour les 9 prochaines années. Vous êtes sûr que c'est le bon loyer pour les 9 prochaines années. Et vous êtes sûr que c'est la bonne superficie pour vos effectifs pour les 9 prochaines années. Qui peut faire ça ? Personne. Donc la flexibilité, c'est pour moi l'autre enseignement de cette pandémie. C'est de dire aujourd'hui qu'une entreprise qui doit s'engager contractuellement doit avoir un minimum de flexibilité. Et ce n'est pas qu'une question de prix, c'est même pas une question d'incertitude liée à la pandémie. Je crois que le monde est forcément incertain. Vous avez des cycles économiques pour tout un tas de raisons. Et donc, il faut être capable de s'adapter à cela. Benoît, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Et puis après, j'ai 2-3 questions encore. Oui, ce qui est certain, ce qui est assez intéressant, parce que nous, évidemment, on voit des utilisateurs au quotidien, et avec Orange et Aldes, on voit deux visions différentes, mais qui se rassemblent toujours. Nous, c'est certain que chaque utilisateur a une vision totalement propre. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui est certain, c'est que par rapport à ce confinement, il y a un avant et un après. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, parce que ça a accéléré énormément la relation au travail à domicile, ne serait-ce que sur la digitalisation. Il y a des entreprises qui étaient digitalisées, on va dire, à 5%, c'est-à-dire avec la capacité à mettre 5% de personnes en télétravail, ils sont retrouvés du jour au lendemain à 100%. Donc, et ça, pas pendant une semaine, pendant 2 mois. Donc ça a fondamentalement changé notre rapport au télétravail. Donc c'est ce qui a été dit notamment, c'est que ça c'est très important, c'est que le regard du management sur le télétravail n'est plus le même. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à 11h le matin ou qui dit tiens demain je passe pas, on va plus le fustiger. On va lui dire ah bah oui pourquoi pas, c'est peut-être intéressant, mais il n'y a plus du tout le même regard. Donc les entreprises du coup sont obligées de s'adapter à ça. Et c'est toutes les entreprises qui réfléchissent sur ce sujet-là. Alors ça va plus ou moins rapidement, selon évidemment l'activité que l'on a. Si on a une activité plus productive, qui est beaucoup plus tournée sur l'échange, parce qu'il est évident là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui étaient ravis de revenir après le confinement, revoir leurs camarades. C'est hyper important. C'est-à-dire que l'entreprise, il y a encore, j'espère, une culture d'entreprise. Et c'est toute la problématique aujourd'hui, c'est comment je fais pour accepter le télétravail d'un côté
et conserver cette culture d'entreprise. Et donc justement, les bureaux sont une des clés, en dehors du management et d'autres choses. C'est-à-dire que, comme le dit Christophe, il faut d'abord avoir beaucoup d'agilité, de flexibilité, etc. Et ça, c'est essentiel. Et on va voir de plus en plus que les usages de nos bureaux, demain, ne seront plus les mêmes. Et que je suis d'accord avec Christophe aussi, c'est-à-dire qu'on ne réfléchira pas en mètres carrés, uniquement en poste de travail. C'est-à-dire, on sait qu'à certains moments, on pourra être 70-80%, pour ne pas dire 100%, notamment le fameux lundi matin où tout le monde se retrouve en réunion. Et après, le reste de la semaine, on peut être à 50% de taux d'occupation. Comment je gère ça ? Voilà, comment une entreprise gère tout ça en gardant le fil avec les salariés ? Comment je gère le pic du lundi matin et comment je gère le creux du vendredi après-midi ? Mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que les solutions commencent à arriver. Je vais vous donner 2 exemples. Nous, on reçoit des demandes qu'on n'avait pas avant le confinement, qui sont, voilà, je suis une entreprise, je vous demande pour 200 postes de travail une offre sur 20 sites différents. Et voilà les localisations dont j'ai besoin. C'est-à-dire que l'entreprise, dans le cahier des charges immobilier qu'elle a, prend en compte le fait que le travail se fera sur un certain nombre de sites déportés, donc en natif. Et ça, c'était des questions qu'on n'avait pas avant. Deuxième exemple, on a systématiquement maintenant, lorsque l'on vend à une entreprise un bureau pour 20 personnes par exemple, une demande de 30 ou 40 badges. Voilà. Ça, on n'avait pas ça non plus. C'est-à-dire que les entreprises sont en train de s'organiser, à la fois sur le réseau mis à disposition des collaborateurs dont on parlait tout à l'heure, et puis le fait d'organiser la rotation des effectifs dans les espaces pour pouvoir gérer les cycles. Suzanne et José, comment vous gérez justement vos implantations, votre maillage ? Vous avez tous les deux une actualité autour d'un campus, donc vous n'avez pas renoncé au sacro-saint siège social, et vous allez nous expliquer pourquoi, vous nous l'avez un peu déjà dit, Suzanne, mais aujourd'hui, ce maillage, est-ce qu'un schéma directeur immobilier d'Orange, à l'échelle de la région, a fondamentalement changé ? Est-ce que vous vous dites, oui, j'ai besoin de tiers-lieux, oui, j'ai besoin d'avoir un réseau pour pouvoir éviter, grosso modo, les trajets pendulaires qui embêtent un peu tout le monde et qui deviennent de plus en plus compliqués quand on travaille dans l'hypercentre. Je ne sais pas si c'est la vision d'un Parisien, non, si c'est... Ouais. Alors je pense que, nous chez Orange, en fait, depuis de nombreuses années, on travaille par schéma directeur immobilier, par bassin de vie en fonction de notre population. Enfin, moi, j'imagine comme beaucoup d'entreprises. Et effectivement, on a la chance d'avoir beaucoup d'actifs et de jouer entre nos différents actifs. Et en fait, avec un peu de recul, ce qu'on a créé sur les dernières années, c'est toujours essayer d'avoir un sorte de site phare dans un bassin de vie pour que quelque part ça reprenne les codes de l'entreprise et qu'il y ait vraiment une sorte de sentiment d'appartenance. Et depuis de nombreuses années, on était déjà sur ce train de se dire aussi, il y a l'usage, bon, ok, on l'a vu, on digitalise. Et donc, du coup, c'est se dire que l'espace de travail est capable d'entraîner d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de management. Et on a beaucoup travaillé là-dessus pour se dire que l'espace peut créer des nouveaux modes de management et être plus opportun pour effectivement créer plus de créativité, plus de liens d'équipe, plus de coopération entre les équipes. Et notamment, moi, je suis très intéressée par le inter-équipe. Et donc, comment l'espace accompagne tout ça. Et du coup, avec ce qu'on est en train de vivre, c'est de se dire aujourd'hui, c'est de pousser cette réflexion encore un peu plus loin. Et j'aime beaucoup le concept d'hybridation des modes de travail. Parce que je pense qu'il n'y aura pas qu'une seule logique. Et il faut vraiment partir du métier de chacun, des besoins de chacune des équipes, et de réfléchir de façon beaucoup plus approfondie les modalités d'organisation du travail, avec ce prisme d'espace et de temps. Et finalement, il y a d'un côté des productions plus individuelles, qui, elles, peuvent être déportées partout, finalement, plutôt en fonction d'où la personne habite. Et puis, il y a ce que j'appellerais le mode de fonctionnement collectif. Et là, je pense que l'entreprise, elle se doit de réfléchir finalement à qu'est-ce qui va provoquer que mes salariés vont venir maintenant de façon réelle sur mes sites phares. Et aujourd'hui, moi, c'est la question que je me pose, notamment le campus de Lyon. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, mes salariés vont venir sur ce site-là alors qu'ils peuvent rester ou chez eux ou sur d'autres sites ? Mais finalement, il y a quelque chose ils doivent trouver quelque chose de supplémentaire. Alors, des services, bien sûr, tout ce qu'on peut imaginer dans des grands campus, mais aussi, ça va poser une vraie réflexion de management, de comment le manager organise tout ça. Et qu'est-ce qu'il crée comme valeur vis-à-vis de son équipe pour que, justement, il les maintienne engagés au sein même de son équipe
et aussi en inter-équipe. Et aujourd'hui, typiquement, nous, on réfléchit à se dire, dans l'inter-équipe, il y a un truc qui fonctionne super bien, c'est qu'il faut que les gens se croisent, parce que sinon, ils ne discutent pas entre eux. Parce que finalement, le manager, il arrive très bien à fonctionner avec son équipe, à l'organiser finalement ici ou ailleurs, peu importe. Il l'organise généralement quand il a passé déjà le cap de ce fameux regard dont on parlait tout à l'heure. Quand il passe le cap, il organise le manager. Mais par contre, le inter-équipe, ça, il faut l'organiser. Il faut le penser et du coup, il faut créer des lieux qui permettent de créer ce lien. Et finalement, tout le monde connaît l'effet pause café, hein, comment il est super bénéfique. Et donc ça, si on ne l'a pas, comment on le recrée ? Moi, typiquement, un des derniers sites que j'ai fait là sur Marseille, j'ai créé un immense plateau, on arrive, salle café, avec des tables et machin. Et en fait, c'est juste pour que les gens se rencontrent. Vous avez recréé un bistrot, quoi. Avec le baby-foot ou pas ? Non, il n'y a pas de baby-foot. Parce qu'à un moment, c'était l'élément fédérateur. En fait, et c'est pas que le café, parce que du coup, on a aussi mis des éléments pour travailler. Et du café, on travaille après, et on a des écrans, on fait des visios dans le même espace. Mais on travaille dans des cafés. Il y Il a des chaînes américaines qui en ont fait même leur moto. Ça viendra. José. Le premier changement, effectivement, sur Lyon, on est en train de construire le flagship du groupe. Donc vraiment le nouveau bâtiment, qui est aussi en même temps un bâtiment démonstrateur pour nos technologies. Mais il est vrai que le choix qu'on a fait, je rejoins complètement sur l'hybridation des modes de travail. On a la chance d'avoir des salariés à Lyon, d'avoir des salariés en France. Et quand on s'est reposé la question du flagship, quand on s'est reposé la question de ce futur siège, on s'est dit qu'est-ce que l'on veut ? Comment on imagine demain le travail ? La première décision qu'on a prise, c'est de dire ce bâtiment ne sera plus implémenté par direction, mais par processus. Ils vont se retrouver sur le même plateau les gens qui font la même chose dans un processus. Processus de conception, processus de production, processus de supply, etc. Donc on a organisé les gens entre le commerce, le marketing. Il est d'usage courant d'avoir le premier étage au commerce, le deuxième au marketing, le troisième entreprise industrielle. Hein. Pas comme ça. On est encore organisé un peu à l'ancienne. Mais on s'est dit finalement, demain c'est quoi ? Demain, c'est d'abord un lieu. Un lieu où les gens vont créer de la valeur ensemble. Donc si on veut créer de la valeur ensemble, le plus important, ce n'est pas le bureau, c'est la salle de réunion. Et ce n'est pas la salle de réunion à l'ancienne avec un paperboard et puis des tables et des chaises, mais finalement, c'est un lieu de travail qui doit s'adapter aux gens. Donc des tables hautes, des tables basses. Est-ce qu'il faut mettre des questions basiques ? Est-ce qu'il faut mettre des canapés ? Bon. Est-ce qu'il faut mettre des fauteuils ? Est-ce qu'il faut mettre des chaises ? Est-ce qu'il faut mettre des tables ? On ne sait pas. Donc on va imaginer des lieux vides, des écrans partout, bien sûr, une connexion, du Wi-Fi, enfin, ce qu'il faut pour travailler. Et puis on dit, voilà, ça c'est le lieu pour vous, à vous de vous l'approprier comme vous l'entendez. Et d'être aussi bien finalement au bureau qu'à la maison, voire mieux au bureau qu'à la maison. Et tout l'enjeu que l'on travaille actuellement avec les architectes intérieurs, c'est de dire, il faut que l'individu, quand il vienne, il ait envie de venir. Il dit, chouette, je vais aller au bureau. J'ai retrouvé des collègues pour bosser sur un sujet. Ce serait quand même mieux qu'à la maison. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, effectivement, on n'a pas de schéma directeur. On a un schéma directeur industriel, mais pas un schéma directeur de bureau. En revanche, effectivement, la vie de la société étant ce qu'elle est, on a multiplié les tiers-lieux, on a multiplié les espaces de coworking, et puis on a effectivement des gens qui s'adaptent au coworking, et puis des gens qui ne s'adaptent pas au coworking. Quand on a décidé de diviser nos implantations commerciales par deux, donc on avait une vingtaine d'agences en France, on est passé à 10. Sur les 10 agences qu'on a fermées, nous avons proposé à chacun une solution dans un espace de coworking. Nous avons des collaborateurs qui sont restés et des collaborateurs qui, au bout de 3 mois, nous ont dit « pas pour moi. J'ai plus l'image, j'ai plus l'esprit d'entreprise. Je suis certes avec du monde. Je suis chez Regus, je suis chez XYZ, mais ce monde-là n'est pas mon entreprise. Je ne me reconnais plus, je ne retrouve plus cet environnement, cette ambiance, cette image. » C'est une forme de solitude. C'était même plus que ça, j'avais même eu une dépression. D'un collaborateur, encore une fois, alors on parle de quelques phénomènes, on n'est pas 15 000 salariés dans le monde, on est 700 salariés en France, 1500 dans le monde. Mais oui, on a aussi des gens, je crois qu'effectivement, c'est ce que vous dites, on est sur l'hybridation, mais il faut aussi que l'entreprise, alors, est-ce que l'entreprise doit conduire ou est-ce que l'entreprise s'adapte ? Ça, c'est la vraie question. À notre taille, on essaie d'être pragmatique, donc on se dit, voilà ce que l'on veut, voilà ce qu'on ne veut pas, et puis entre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, il y a une zone de flou, et on dit aux collaborateurs, dites-nous ce que vous souhaitez. Pourquoi, moi, je vous dirais, vous habitez Tours, pourquoi je vous dis aller à l'agence de Nantes, alors que finalement à Tours, il y a un espace de travail qui finalement peut convenir à l'individu. Qui je suis moi pour dire de Lyon, non, tu vas aller à Nantes tous les matins, tu vas faire le pendule. Alors qu'en plus, de Tours, il descend à Angers, il descend à Bordeaux. Ça n'a pas de sens. Et finalement, le vrai changement pour Aldes, en tout cas pour notre taille et pour pas mal de mes collègues, c'est de se dire, ok, j'avais des certitudes, j'avais des croyances, j'ai quelques éléments sur lesquels je ne bougerai pas, je veux un siège, parce que le siège c'est l'image,
Le siège, c'est la culture. Le siège, c'est vraiment pour un groupe de notre taille, c'est le lieu, entre guillemets, où le Danois, le Canadien, le Chinois vient au siège. C'est important culturellement de dire, je viens en Europe, je viens au siège à Lyon. Un siège qui sera extrêmement moderne, puisqu'il est en train d'être conçu en ce moment en plein Covid. Donc il y avait des choses qu'on avait imaginées, qu'on est même en train de faire tomber. Et puis il y aura effectivement des tiers-lieux. Et puis cette phase de je ne veux pas, je ne veux plus de lieu où l'individu est seul, mais je veux un lieu où finalement il va se sentir bien. Et je ne suis pas moi DRH à décider qui doit aller à Tours, qui doit aller à Nantes. Dites-nous ce que vous voulez. On a aujourd'hui la chance d'avoir des gens qui font du bureau, de l'immobilier de bureau, qui effectivement se développent à peu près partout. Donc pourquoi j'imposerais quelque chose à quelqu'un ? Ça, c'est une vraie question. Oui, peut-être une petite réaction. J'entendais ça par rapport au canapé. Ça m'a fait réagir parce que je trouvais ça rigolo. Finalement, on est dans un monde actuellement où on a finalement un phénomène où il y a le bureau qui se déplace à la maison, puis la maison qui se déplace au bureau. Du coup, c'est vrai qu'il faut qu'on retrouve notre équilibre là-dedans, en tant qu'humain, en tant que manager, et de se dire que voilà, face à ce phénomène, c'est comment on arrive à tout réconcilier. Et on sent bien que aujourd'hui, on va apprendre en marchant en fait, et que quelque part, il n'y a pas de méthode unique, et quelque part, en fonction de l'activité de l'entreprise, en fonction du caractère, du fonctionnement des gens, des managers. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, je réinsiste sur la culture managériale. Elle va faire la différence aussi, Parce qu'on voit bien qu'il y a d'un côté des salariés qui trouvent ça sympathique d'avoir une partie de leur semaine en télétravail et qui peuvent être très productifs, mais qu'il faut aussi trouver l'équilibre avec ce travail collectif. Et du coup, c'est le manager qui doit s'inventer son nouveau rôle et comment il entraîne tout ça pour que ça fonctionne. Parce que qu'est-ce qu'il devient le manager ? Il devient l'animateur d'un flux. Là, vous avez parlé de flagship, vous avez parlé de café. On n'est plus dans les codes du bureau. Là, on est dans du vocabulaire qu'on donne pour l'hospitality ou pour le commerce. Flagship, c'est pour le commerce. On est sur des managers qui doivent avoir le nord, garder le nord et communiquer le nord à ses équipes. Sauf qu'effectivement, il faut qu'ils s'adaptent. Ces équipes ne sont plus là physiquement tous les jours. Donc, et finalement, le manager reste un manager, reste celui qui donne le cap. Et après, qui va accompagner un par un les individus. C'était très simple d'accompagner des gens quand ils étaient tous sur place. On les voyait, je vous vois, au doigt et à l'œil. C'était ça, il y a très très longtemps. Parce qu'on voyait les gens. Là, on ne les voit plus. Mais ça, c'est la fin du contremaître, ça. Bien sûr, oui, mais c'est la fin du contremaître. Alors, encore une fois, on n'est pas tous dans le tertiaire, on est aussi dans l'industrie. Oui. Mais il ne faut pas oublier ça. C'est qu'effectivement, même dans nos entreprises industrielles, il y a du tertiaire, mais ce doigt et cet œil ont disparu il y a maintenant plus de 50 ans. Mais le manager reste celui qui donne le nord, reste celui qui donne le sens, reste celui qui doit s'adapter. Donc on demande à un manager d'être quoi finalement ? Quelque part d'être plus le coach que le chef. Donc d'accompagner et d'aider chaque collaborateur à être performant là où il est. On demande aussi à nos managers de dire à un collaborateur, toi, je t'ai vu chez toi, j'ai vu ce que ça donne pendant 3 mois, tu arrêtes le télétravail. J'ai des managers avec qui on a dit, vous avez le droit de dire à un collaborateur, non. Parce qu'aujourd'hui, dans l'esprit, c'est j'ai droit. Oui, mais tu as droit au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Du Covid ? Ça n'a pas de sens. Oui, c'est vrai. Je te paye 4, 5, 6 000 euros par mois, et je me rends compte que chez toi, tu ne travailles pas. Enfin, tu travailles, mais tu n'es pas efficace. Tu n'es pas productif. Donc c'est l'enjeu, en fait. Aujourd'hui, c'est comment rendre nos salariés efficaces, engagés, où qu'ils soient, finalement, physiquement, parce que c'est finalement... où qu'ils soient physiquement, c'est comment ils arrivent à rester engagés et à produire pour l'entreprise. Et du coup, c'est vrai que je reviens sur le concept d'hybridation. On a effectivement, et on le sent bien dans beaucoup d'entreprises, on a ce besoin et ce sentiment de dire il nous faut notre siège avec nos couleurs de la marque, où les gens s'y retrouvent. Et donc ça, je pense que ça va perdurer. On a besoin d'avoir ce lieu physique. Par contre, c'est tout ce qui est à côté. Et c'est la complémentarité. Et c'est la complémentarité, justement, avec des espaces de coworking, des espaces à domicile. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mieux manager et peut-être qui va révolutionner les mois à venir. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de tabous de ce qu'il y avait précédemment. Et que du coup, on va beaucoup plus s'autoriser à faire ce mix. Et effectivement, pour revenir sur les besoins immobiliers d'une entreprise, c'est vrai que ça a posé question par rapport à l'usage que l'on a de nos mètres carrés. Ça peut nous questionner effectivement sur la quantité de mètres carrés, puisque comme on va avoir beaucoup plus de taux de partage, forcément, peut-être qu'à un moment, il va peut-être y avoir une réduction de certains endroits. Par contre, au profit peut-être de d'autres petits endroits ailleurs, comme on le disait dans les espaces de coworking. Et c'est ce mix. Alors ce mix qu'il faut qu'on arrive à adapter à chacun des métiers, avec, je pense, une ouverture d'esprit qui va devoir... tous nous mobiliser, parce que finalement ça va peut-être heurter certaines croyances ou peut-être en créer de nouvelles.
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a besoin de lieux. Ça, c'est déjà, on va déjà se rassurer comme ça, en tout cas pour vous. Hein. Moi, je suis un observateur, donc... je voudrais justement, Christophe, qu'on puisse revenir un peu sur comment l'offre de bureaux peut s'adapter à toutes ces interrogations, ces demandes, ces évolutions. On sent bien que quand même ça réfléchit dans tous les sens. Je voudrais qu'on revienne sur agilité, flexibilité, économie. C'était dans notre titre. Agilité dans l'exploitation des mètres carrés, parce qu'on en revient quand même aux mètres carrés, même s'il faut des fois en sortir. Christophe, jusqu'où on peut accompagner une entreprise dans ses besoins immédiats? Dans l'immobilier, il y a immobile, on sent une certaine inertie. Et puis, une entreprise qui a besoin de mobiliser tout le monde, un instant T, d'un claquement de doigts. Comment elle fait? Le mot mobilier est déjà pris, donc on va être obligé de rester avec le mot immobilier. Mais aussi, on peut peut-être prendre l'exemple du site qui nous accueille aujourd'hui. Oui. Donc c'est un site qui a ouvert juste après le déconfinement, à la fin du mois de juillet, qui fait à peu près 400 positions. Et on n'espérait pas autant de demandes, mais voilà, le constat, c'est qu'on est à plus de 60% de taux d'occupation en période de crise sur un site aussi grand. C'est intéressant. Alors, pourquoi les entreprises viennent dans des sites comme celle-là? Je ne vais pas faire de pitch commercial, mais je pense que je vais essayer de le relier à ce qu'on s'est dit et ce qu'on ne s'est pas peut-être encore dit depuis le début. L'appartenance ou la mise à disposition d'un réseau. Et donc j'ai lancé l'idée de l'hybridation des réseaux de travail, des lieux de travail, pardon. Je crois que ça correspond vraiment à un besoin. Et particulièrement, on note chez WG que la ville de Lyon absorbe très très bien les centres que l'on ouvre. Donc il y a une maturité sur ce plan-là ici qui est assez remarquable. On l'a aussi dans des villes comme Bordeaux. Ce sont des villes généralement qui sont assez dynamiques économiquement, avec pas mal d'innovations. C'est le fait de qui, ça? C'est le fait d'indépendants, de start-up, de grandes entreprises, de tout un écosystème? Tous les profils viennent, soit pour des raisons de simplicité, soit pour des raisons de flexibilité. Mais en tout cas, le réseau qu'on a commencé à créer à Lyon fonctionne bien. On a ouvert Vaux-en-Velin en début d'année. On a ouvert Breteau là, au mois de juillet, comme je le disais. Le mois prochain, on va ouvrir une autre marque qui s'appelle Signature, qui est un peu le premium cours de la liberté en face de la Presqu'île. Et ça va très très vite. Et encore une fois, la mise à disposition du réseau comme lieu complémentaire à l'empreinte immobilière des entreprises pour l'hybridation des lieux de travail en fonction des usages est une vraie raison pour laquelle les entreprises viennent. Deuxième point, on en a parlé aussi, c'est la flexibilité dans les engagements. Voilà. Vous pouvez aller très très loin dans la flexibilité, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un bureau privatisé pour 6 mois par exemple, vous pouvez avoir une formule où vous payez à l'heure passée. Donc on a un produit qui s'appelle un produit Enterprise. Les entreprises ont une ligne de crédit chez nous, distribuent des cartes à l'ensemble de leurs collaborateurs. Quand un collaborateur vient dans un centre comme celui-là, il fait un check-in quand il arrive, un check-out au départ, et on vient facturer le temps passé. Donc on va très très loin dans cette notion de flexibilité. Et moi, je ne viens pas de l'immobilier au départ, mais j'ai été surpris quand je suis arrivé dans le secteur de l'immobilier de voir une aussi grande industrie avec autant d'argent et une telle rigidité qui était liée au bail conventionnel, que je ne remets pas en cause. Hein. Je pense que tout ça est complémentaire. Mais à l'époque où on est sur Netflix ou Blablacar, ça me surprenait que des entreprises puissent planifier sur si longtemps. Donc cette flexibilité, c'est une deuxième chose. Troisième chose, le fait de... On parlait tout à l'heure des risques du travail à domicile. On a bien vu quand même que les risques psychosociaux sont une vérité, une réalité, et que laisser les gens 100% du temps chez eux, c'est un risque pour un grand nombre d'entre eux. Et le fait de venir dans des centres comme ça, de participer en fait à une communauté locale, voir d'autres entreprises, même si ce sont des entreprises différentes que celles où on est employé, donne quand même la possibilité d'avoir une vie sociale, une vie sociétale et éventuellement de faire du business. On a beaucoup d'entreprises qui rencontrent d'autres entreprises qui font du business. Et je pense que la quatrième chose, et là je ne voudrais pas paraître philosophique, mais on a tous la volonté de lutter contre les problèmes environnementaux. Et lorsque vous utilisez des réseaux, que ce soit les réseaux de l'entreprise ou des réseaux complémentaires comme les nôtres, ou quand vous installez votre bureau proche de chez vous, eh bien vous baissez le temps de passer en transport et vous protégez l'empreinte carbone. Donc voilà, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on vient. Encore une fois, c'est un modèle complémentaire. On n'est pas là pour remplacer le bail conventionnel. Mais aujourd'hui, 98% du marché est le bail conventionnel. Et je suis à peu près persuadé que d'ici quelques années, on aura un équilibre très très significatif entre le modèle flexible et le modèle plus rigide. J'aimerais bien qu'on réagisse quand même sur le bail commercial, le 369. Quand on est investisseur, et notamment quand on achète des foncières ou des SCPI, ce qu'on nous vend, c'est des cash flows longs et pérennes. Et un cash flow long et pérenne, c'est un loyer généralement de 6 ans ou de 9 ans ferme.
Est-ce que quand je vais aller au guichet de ma banque pour acheter ma petite SCPI en immobilier d'entreprise lyonnais, il faut qu'il me trouve un autre discours maintenant ? Non, mais c'est certain, il y a encore peut-être aujourd'hui plus qu'hier, les investisseurs recherchent justement de la sécurité et des beaux lots. Côté investisseur, on n'est pas encore aussi en avance que l'utilisateur sur ces points-là. J'entends tout de même que Christophe dit que voilà, il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux parce qu'on ne peut pas non plus changer l'environnement de l'immobilier d'entreprise comme ça en un claquement de doigts. Et ça part toujours d'un postulat. Aujourd'hui, le postulat, il est davantage utilisateur. On disait, voilà, je pense qu'en l'espace de 2 mois, on a gagné 20 ans sur pas mal sur les manières de travailler. Donc oui, l'investisseur, pour l'instant, il est encore fébrile sur les durées d'engagement. C'est assez important pour lui d'avoir des durées longues, une sécurité financière qui proposera à ses porteurs de parts, que ce soit des CPI, que ce soit des foncières, etc. Donc maintenant, après, ça dépend les marchés, parce que si on est sur un marché qui est tendu au niveau de l'offre, si on est sur des beaux cours, c'est moins gênant. Mais si on est, voilà, si demain il y a la moitié des mètres carrés qui devaient se libérer à Lyon, comme on semble d'autres l'entendre, ce qui ne sera pas le cas, je le rassure, a priori, là on pourrait être davantage inquiet avec des beaux cours. Mais là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je rejoins effectivement Christophe. Je pense qu'il faut justement avoir ces deux propositions de flexibilité totale et avec des engagements longs. Parce que quoi qu'on en dise, de toute façon, une société, quand vous allez sur un actif comme le déménagement que vous venez de faire, Suzanne, je pense que vous ne vous projetez pas 2 ou 3 ans. C'est bien. Tout à fait. Je pense qu'on y est là pour les bonnes années. Ne serait-ce que pour les engagements financiers, amortissements, etc. Donc on ne sait jamais de quoi demain est fait. Ça c'est sûr. Il faut être assez humble par rapport à ça. Mais voilà, quand une entreprise fait une démarche comme celle que vous faites aussi chez Aldes, normalement on est sur des plans. On ne se dit pas bon allez, on fait ça pendant 2 ans et après on verra. Donc voilà, il y a des points forts, des points d'ancrage qui sont importants. J'entendais ce que vous disiez tout à l'heure, voilà, et vous avez besoin d'avoir des points d'ancrage et puis après des satellites autour. Je pense que c'est plutôt le concept dans lequel on va entrer. Et les satellites, eux, seront beaucoup plus justement sur cette flexibilité qui est demandée. Parce que, en revanche, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de flexibilité qui nous est demandée. On n'a pas parlé de quelque chose qui est peut-être le nerf de la guerre, l'argent. Faut quand même, on est dans une crise pandémique. Demain, on nous annonce un cataclysme économique. Moi, je sais plus. Moi, j'ai arrêté d'écouter à la fois les journalistes et les épidémiologistes. Bref, est-ce que ça coûte normalement, la flexibilité, ça a un prix, ça a un coût. Est-ce que ça coûte plus cher, en fait ? En fait, la question, il faudrait la poser aux directeurs immobiliers qui aujourd'hui renégocient avec leurs bailleurs le baux conventionnel pour rendre des mètres carrés ou baisser les loyers. Parce qu'ils s'aperçoivent en fait que là, c'est très très cher. Donc la rigidité a un coût, plutôt que la flexibilité, je dirais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que... Alors, d'abord, de manière très pragmatique, quand on fait nos études, nos analyses, on voit que jusqu'à 120 postes de travail, le modèle flexible, sans intégrer le fait qu'on n'a pas besoin de s'engager sur aussi longtemps, mais le modèle flexible est plus intéressant économiquement qu'un modèle conventionnel. Et ça, on peut le prouver. On a des équipes ici qui prennent les projets les uns après les autres, qui font des études de coûts détaillées dans les 2 cas, et puis qui sont capables de démontrer qu'on a un avantage économique sur un modèle flexible. Le troisième point, mais là, ça n'engage que moi. Moi, quand je discute avec les directeurs financiers, ils ne me parlent pas tant du coût de la flexibilité, ils me parlent surtout de comment eux, en fonction de l'évolution de la santé économique de l'entreprise, ils peuvent adapter leur niveau de coût. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de dépenses, c'est une question de variabilisation de coûts et d'être capable, dans une période où ils sont capables d'investir, d'aller plus loin, ou dans une période beaucoup plus difficile, de pouvoir adapter le coût à la nouvelle conjoncture. Donc voilà, je ne sais pas répondre à la question du prix parce que tout dépend vraiment des projets. En revanche, la capacité à variabiliser les coûts est ce qui me semble le plus important sur la question économique. J'aimerais bien avoir l'avis de Suzanne et peut-être de José. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que l'accélération dans laquelle on va être nous pose cette question de variabilité et d'adaptation, notamment par rapport au fait que nos métiers des uns et des autres sont en train d'évoluer fortement et que du coup, forcément, ça déplace. Et on a cette variable économique qu'on a tous.
on se dit que ça peut pas être une ligne immuable, l'immobilier, et qu'il faut impérativement travailler sur la durée. Donc oui, de la variabilité, et c'est vrai qu'on va rechercher en tant qu'utilisateur beaucoup plus de liens avec des bailleurs qui nous suivent en fait dans cette adaptation de notre immobilier, parce qu'en fait, en clair, c'est comment on adapte notre immobilier au quotidien par rapport à cette évolution des usages. Et du coup, c'est vrai que moi, je pense que dans ce qui va nous préoccuper le plus, c'est vraiment de repartir des usages, réétudier vraiment les attentes de nos salariés. Alors, toutes les entreprises là, font des études dans tous les sens. Au-delà du télétravail, il y a plein d'autres choses qui sont re-questionnées. Et du coup, en repartant de cet usage, se dire, on va déformer l'ensemble et essayer de trouver une variation dans les coûts beaucoup plus forte. Parce qu'effectivement, les business plans à 15 ans, c'est un peu passé, quoi. Inversement, je pense que c'est de nouveau. Il faut qu'on ait une vision complémentaire. Avec une histoire où l'entreprise va essayer de se projeter, et puis toute cette marge d'adaptation, un peu comme si on avait une sorte de variable d'ajustement constante, avec des trucs qui vont pouvoir s'adapter à la hausse comme à la baisse. Et c'est cette capacité de réactivité. Et en fait, souvent, on s'aperçoit que l'immobilier a du mal à suivre pour accompagner, y compris les progressions sur certains métiers. Parce que vous allez avoir des projets. Typiquement, nous, aujourd'hui, on travaille de plus en plus par mode projet. Et on a créé certains espaces uniquement pour gérer le mode projet, pour être capable d'accueillir en fait des populations importantes pour créer le projet. Puis finalement, après, l'espace, hop, il se revide. C'est des rentrées-sorties. Mais on le crée au sein de nos sites et on se dit que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir des lieux flexibles à l'extérieur pour qu'on puisse effectivement gérer ce mode projet de façon plus souple. Ça veut dire qu'on est dans une sorte de programmation. Parce que si vous l'avez en interne, vous tolérez le vide, quelque part. Oui, aujourd'hui, on va dire, Orange, à un moment, tolère le vide à certains endroits, de façon à ce qu'on se paye cette flexibilité en interne par rapport au modèle économique qui existe aujourd'hui. Mais il y a certainement des modèles à inventer pour le futur. Et c'est quelque chose qu'on crée. Bon, typiquement, l'immeuble dont je vous parle, c'est à Paris. On ne pourra pas se payer ça partout dans toutes les régions. Je peux ajouter quelque chose parce qu'on parlait tout à l'heure de ne pas opposer le modèle conventionnel et le modèle flexible. Je voudrais donner un exemple qui rejoint un peu peut-être la question que vous posez, qui est ce qu'on a fait avec Casino, où quand Casino a pris son siège social, ils nous ont demandé de prendre en sous-location, puisque c'était les locataires principaux, en sous-location un étage pour les projets. Et en fait, ils utilisaient cet étage en fonction de leurs besoins, toujours entre 15 et 40%, 50% du temps. Et le reste du temps, d'autres clients de l'extérieur, des gens qu'on allait chercher nous-mêmes, venaient. Et donc là, c'est un bon exemple de dire, au sein même d'un bâtiment dont le bail est un bail conventionnel, on est capable de venir installer des zones de flexibilité, à la fois au bénéfice de l'entreprise qui l'occupe, mais aussi pour des entreprises extérieures qui pourraient avoir envie de venir se rapprocher de Casino parce que ce sont des fournisseurs ou des sous-traitants et la proximité est importante. On parlait d'un animateur des flux, en fait, c'est vous ? Ouais. D'accord. Je crois que c'est pour Aldes, mais pour d'autres aussi, c'est exactement la même idée. Autrement dit, il y a un pari que l'on fait c'est un pari ou un investissement patrimonial. Lorsqu'une entreprise construit un siège ou fait construire un siège, et ensuite, effectivement, c'est l'usage qui va driver le reste. C'est l'usage. Autrement dit, dans les réflexions que nous avons, on est sur un bâtiment qui peut être utilisé par Aldes à 100%, à 50%, à 120%, en fonction de ce qu'on ne sait pas. Et effectivement, là où, moi, quand j'ai commencé ma carrière, on dessinait un bâtiment, on dessinait des services, et puis on mettait des cloisons en dur, tant qu'à faire avec du béton, pour être sûr que ça ne bouge pas. Aujourd'hui, on est plus sur des bâtiments, on va dire, type bâtiments industriels très évolués, avec juste des poteaux porteurs sur les côtés et des immenses plateaux, où globalement, dans le monde idéal, on pourrait décloisonner, recloisonner, reconfigurer à l'envie en fonction de l'usage. Aujourd'hui, un projet, demain des bureaux, après-demain 3 salles de réunion, après-demain, et puis dans quelques jours, finalement, la moitié, c'est pour Aldes, et l'autre moitié, c'est pour celui qui voudrait bien louer les mètres carrés parce qu'il a besoin de mètres carrés. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit aujourd'hui. On va fabriquer des boîtes, alors ? Là, on n'a pas d'architecte. Enfin, je ne sais pas s'il y a des architectes. Je pousse un peu le bouchon. Est-ce qu'on fabriquait des boîtes ? Non, parce que les boîtes existent déjà. Mais des lieux comme ceci, quand effectivement nous sommes sur des zones, il se trouve qu'on est sur des zones un peu industrielles, autrement dit où les bureaux, les mètres carrés de bureaux n'existent pas encore, ils vont sortir de terre dans quelques années. Comment on fait ? Comment on fait ? Aujourd'hui, on est 400 salariés. Peut-être que demain, si notre business va très bien, on va monter à 500, 550. Est-ce qu'on va augmenter les murs ? Non. Donc il faut bien avoir un bâtiment flexible, adapté à l'usage. Oui, toute la question est dans quel usage. Mais je vois que la réflexion avance et n'a pas fini d'avancer. Nous, on arrive tout doucement à la fin. Je vais vous tourner le dos, excusez-moi. Ça fait juste 1 heure que je vous tourne le dos, il y a beaucoup de monde.
S'il y a quelques questions, n'hésitez pas. Et je vais venir, parce qu'il ne faut pas toucher le micro, je crois. Enfin, je n'ai pas tout compris du protocole sanitaire. Je n'ai pas mis mon masque. Je vais mettre des fiches. C'est chiant, cette pandémie. Monsieur. Oui, bonjour. Grégory, CBRE, conseiller en immobilier. Moi, j'ai une question à Orange et Aldès sur la formation, et notamment l'évolution de la formation des managers. Ce que je résume, culture française jusqu'à présent, tu es bon dans ton job, je te file la cravate et tu deviens manager. Et ton but à long terme, c'est de devenir leader, coach. Je pense que maintenant, il faut que les managers, en fait, l'étape manager, on doit aller directement à leader, coach, pour pouvoir encadrer ces nouveaux modes de travail. Est-ce que c'est déjà en réflexion chez vous sur la formation des managers? Alors, côté Orange, c'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on investit ce territoire de formation des managers, alors avec tous les concepts que vous pouvez voir de partout. Une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, on associe beaucoup cette capacité de gérer les personnes à distance. Et on a des sessions spécifiques de gestion de personnes à distance, mais pour créer l'émulation, en fait, dans le groupe. Et que vous dire, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie révolution qui est en train de se passer parce qu'il y avait quand même un certain frein sur certains managers, enfin, on en a parlé tout à l'heure, et qu'actuellement, la façon de travailler, c'est changer le regard de beaucoup de managers. Et c'est pas du tout lié à l'âge, c'est vraiment plus lié à ce qu'est la personne. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de culturel. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de s'ouvrir vers d'autres types de management et de se dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc oui, il faut continuer à investir sur la formation des managers et Orange y est réellement engagé. Nous, on a un campus en fait spécifique pour accompagner les managers. Et puis c'est le quotidien, puis c'est un système de boule de neige par apprentissage aussi des couches au-dessus, on va dire. Et on dit souvent, le manager donne l'exemple. Et je pense que je suis intimement convaincue que une nouvelle façon de travailler, elle sera aussi impulsée par les managers qui auront compris quel sera leur rôle dans ce nouveau monde, si on peut dire ça. Si vous restez effectivement le manager avec sa cravate, son bureau isolé, seul, sa porte fermée, et qui reste strict et qui arrive à 8h du matin et qui part à 8h du soir, ça ne peut pas fonctionner. Et aujourd'hui, peut-être en s'ouvrant vers d'autres cultures, vous le savez, dans certains mondes... Typiquement, depuis de nombreuses années, un manager en Allemagne qui, le vendredi soir, était là à 18h, ses patrons s'inquiétaient pourquoi il était si mauvais pour devoir rester jusqu'à 18h un vendredi soir. Du coup, c'est peut-être se dire aussi, le manager aussi, lui, il faut qu'il montre ses nouvelles voies. Alors, de nouveau, comme je suis persuadée qu'on a un apprentissage très progressif, il n'y aura pas de formation parfaite qui pourra dire voilà, demain vous êtes formé, vous faites un cursus en une semaine et vous êtes le manager top. J'aimerais bien avoir l'avis du DRH. Pour répondre à votre question, on s'est déjà posé la question bien avant le Covid. En fait, Aldès a 3 valeurs: la confiance, l'engagement et le respect. Et en fait, on va réinterroger chaque manager au regard de ces valeurs. Quelles sont ses propres croyances au regard des valeurs du groupe? Et en quoi finalement ça lui pose un problème ou pas un problème d'eux? Finalement, la distance n'est qu'un... le lieu de travail n'est qu'un moyen. Le manager, ça va le renvoyer à qui il est, comment il s'est construit, quelles sont ses propres valeurs, quels sont ses moteurs. Et finalement, et là je vous rejoins complètement, et si par hasard il faisait évoluer sa propre vision du monde, et si par hasard il prenait lui-même une demi-journée de télétravail, et si par hasard il allait chez le dentiste à 15h, et c'est finalement en le réinterrogeant sur ses propres croyances, au regard des croyances et des valeurs d'Aldès, de dire modifiez votre visage, modifiez votre monde, modifiez votre perception, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. On a la chance d'avoir dans le groupe des Nordiques. Les Nordiques, à 16h, ils sont rentrés chez eux. Et c'est même pas la peine d'essayer de les appeler, ils sont pas là. C'est vrai. Moi, à une époque, je disais quand je partais en vacances, il faut que l'usine brûle, vous me rappelez si l'usine brûle. Il se trouve qu'en Norvège, l'usine a brûlé. On a rappelé le manager, on a rappelé le patron du site. Et non, je suis en vacances. J'ai une équipe qui gérera sur place. Donc effectivement, cette croyance, finalement, c'est comment chacun s'est construit. On n'arrive pas manager, on ne sort pas d'une école, on est manager. On devient manager parce qu'effectivement, on a grandi, on a évolué, on a fait des projets. On s'est construit des croyances, on s'est construit une histoire. Et si finalement, la culture managériale n'était pas construite sur les valeurs du groupe, en l'occurrence la confiance, l'engagement et le respect. Et avec ces 3 valeurs-là, et en réinterrogeant chaque individu, ce que l'on fait en permanence, sur ça veut dire quoi pour vous, ça veut dire quoi par rapport à ce que vous avez vécu, et comment vous allez pouvoir les remettre dans l'entreprise. Et quand on réinterroge là-dessus, le management de distance n'est plus un problème. Parce qu'à la racine, il y a la confiance. Si vous n'avez pas confiance dans l'individu, la distance
ne changera rien, mais ça ne marchera pas. Bon, je suis pas sûr qu'un latin rentre à 16h, moi. Mais on verra bien. Mais ceci dit, je vais essayer. Un espagnol démarre à 16h l'après-midi. Ouais, il sort de la sieste à 16h. Non, alors d'abord, la sieste, c'est fini à Madrid, c'est terminé. Mais effectivement, il mange à 14h, à 14h, 14h30. Une autre question. Oui, j'arrive, je suis désolé. Damien Glabé, Société Schneider International. J'interviens beaucoup justement en bail commercial, en conseil, et paradoxalement, je suis utilisateur d'un centre Regus pour mes propres besoins, ce qui étonne souvent mes clients. Et on oppose un peu effectivement ce qu'on appelle le bail conventionnel, qui dans son vrai nom en France est le bail commercial, qui a un statut créé dans les années 70 pour des locaux commerciaux et pour la protection du locataire, à la flexibilité dont on parle en matière de bureau. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi un problème d'un cadre légal qui effectivement a été créé là pour protéger un locataire avec un fonds de commerce au départ, avec des durées d'engagement longues, et qui en matière de bureau finalement s'est un peu transposé pour offrir de la visibilité aux investisseurs, on parlait des SCPI et autres tout à l'heure, et où on arrive effectivement maintenant à un contraste entre la flexibilité qu'on recherche et les marchés qui évoluent de plus en plus vite. On vient de vivre un cataclysme auquel personne ne s'attendait. C'en est un. Il y en aura d'autres à venir, avec des durées d'engagement qui, en matière de bureau, j'entends, hein, on met le commerce à part, mais en matière de bureau, sont parfois un peu antinomiques. Et est-ce que finalement, il faut rester dans un cadre légal du bail commercial appliqué au bureau? Parce qu'on se rend compte que les réformes qui passent ne remettent pas en cause en fait ces durées d'engagement ou autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver avec un modèle spécifique de bail adapté au bureau, parce qu'on se rend compte dans les faits effectivement que les renégociations sont légion, que les résiliations anticipées sont légion, que les accompagnements sont légion, et finalement on transforme ce cadre qui est assez rigide et franco-français pour pouvoir l'adapter aux besoins du bureau. Qui va à la chancellerie? Je vais commencer à répondre là-dessus. Alors effectivement, c'est conventionnel. Le bail a été fait à la base pour protéger le locataire, et encore aujourd'hui, il a encore été amplifié ces derniers temps pour la protection du locataire. Par rapport à la durée d'engagement, c'est encore des choses, je dirais pas les seules choses, mais quasiment qui soient réellement négociables. D'abord, on a le bail courte durée, qui à l'époque était d'environ 2 ans, 24 mois, et qui maintenant vient d'être prolongé à 3 ans. Donc ça veut dire que si vraiment j'ai ce besoin d'immédiateté et de flexibilité à court terme, c'est tout à fait envisageable. Ensuite, quand je dépasse ces 3 ans, je rentre donc dans un bail commercial, et avec la possibilité, là aussi, de trouver un accord sur cette timing-là. Mais la problématique, en fait, c'est pas tant le bail en tant que tel, c'est l'investisseur plutôt. C'est la question que posait tout à l'heure Gaël, c'est-à-dire est-ce que les investisseurs vont accepter, eux, d'aller sur des actifs sur lesquels on va avoir des baux avec des durées très courtes. Un investisseur, il regarde plein de choses, hein, je ne vais pas faire le détail, en dehors de la localisation, la qualité de la société, etc. Mais on regarde la fameuse WALB. La WALB, c'est la durée d'engagement moyenne sur un actif. Si on sait qu'on a des revenus assurés pendant 1 an et demi, l'investisseur, il va dégrader le prix. C'est clair. Donc du coup, je pense que au niveau juridique, ça s'est quand même, je ne dis pas assoupli, mais ça s'est adapté. Il y a des moyens, en tout cas, à trouver. Mais je pense qu'une des vraies solutions aujourd'hui, c'est ce que propose, en fait, par exemple, ici, Christophe. C'est-à-dire que, justement, il va faire l'intermédiaire entre l'investisseur et l'utilisateur, cette fameuse flexibilité. Et c'est là où je te laisse la parole. Merci. On n'a pas répété, en plus. Mais non, mais c'est exactement ça. Juste un chiffre. L'année dernière, donc en 2019, à Paris, pardon, je n'ai pas le chiffre pour Lyon, 50% des baux conventionnels qui ont été signés pour des surfaces de plus de 5000 m² ont été signés par des acteurs du coworking. D'accord ? Donc ça veut bien dire que le coworking participe à l'immobilier traditionnel, signe des baux, fait en sorte que des investisseurs gagnent de l'argent, etc. Il se trouve que entre l'offre de départ et les besoins des utilisateurs qui évoluent, il faut cette couche maintenant, qui est celle que nous, opérateurs, modestement essayons de jouer, qui est de dire j'achète en gros et je revends en détail avec du service autour. Voilà. Donc, je crois que je ne suis pas spécialiste, mais je crois que ce serait difficile pour l'immobilier en France, qui est basé sur la longueur des baux et les loyers, pour déterminer la valorisation des immeubles et donc des foncières. Je crois
ce serait compliqué de changer ça, parce que ce serait des milliards qui partiraient en fumée, et je crois que ça déstabiliserait l'ensemble du marché et des investissements. Donc, soit les entreprises trouvent des accords directement avec les bailleurs, soit elles peuvent passer par des entreprises comme nous qui rendront servicielle et flexible l'utilisation des espaces de travail. Mais on est aujourd'hui plutôt bien aimé par les bailleurs. On signait jusqu'en 2015 à peu près 2 baux par trimestre, et là on en signe 1 tous les 3 semaines chez IWG. Depuis 5-6 ans. Donc on participe vraiment à ce métier-là traditionnel des investissements et des baux conventionnels. Moralité, le bail commercial n'est pas mort. Dans les pays où ça n'existe pas, comme on le dit en France, est-ce que les marchés fonctionnent moins bien ? Là, autant on dit effectivement que sur la notion donc d'usage, il y aura un avant et un après confinement. Sur la partie investisseur, je pense que ce sera beaucoup plus long. Voilà, parce que avant de changer les mentalités, avant d'arriver à des mentalités peut-être nordiques, mais bon, moi je vois en Angleterre, les baux, c'est des baux de 60-80 ans. Donc, je pense que chaque pays a ses spécificités. Mais en tout cas, ce qui est certain, pour revenir au sujet de la flexibilité, il y a encore quelques années, on pouvait proposer des solutions de flexibilité, des baux courte durée. Maintenant, je vais être très clair, c'est aujourd'hui qu'on a une société qui recherche sur quelques mois, ou voire même 1 an ou 2, on les envoie vers nos amis tels Regus ici, parce que ce sont eux qui proposent les vraies solutions. Parce que par rapport à ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est pas uniquement 200 mètres carrés dont on a besoin, c'est des services. Et c'est ça qui est important. Et qu'aujourd'hui, les espaces de bureau, même si je trouve quelque chose, même si c'était totalement flexible, je ne suis pas convaincu que ça réponde aux besoins des utilisateurs. Donc il faut vraiment une prestation de service qui est offerte justement par ces coworkers. Merci beaucoup. Je crois qu'il est 10h. On va clore ce débat. Merci infiniment à tous les intervenants. Merci Christophe de nous avoir accueillis dans ce centre qui fait combien de postes de travail ? Qui fait 400 postes de travail et qui a l'air de bien marcher. Il y a encore un peu de place, mais dépêchez-vous. Allez, ça c'est bien vendu. Merci en tout cas d'avoir bravé les conditions pour nous rejoindre. Et puis nous, on va se retrouver, Christophe, normalement à Bordeaux dans quelques semaines. Je ne sais plus quand en fait, j'ai oublié la date. Merci. Merci.